Bonjour à tous, Sylvain Poiblot, chargé d'études au groupe ornithologique et naturaliste. J'ai le plaisir de vous présenter la colonie de Boulogne-sur-Mer des défis de cohabitation avec cette espèce. Donc tout d'abord, concernant le contexte mondial, il faut savoir que la mouette tridactyle est le laridé le plus abondant, considéré comme le plus abondant au monde, et l'espèce connaît une chute majeure de ses effectifs, avec au moins 40% de chute depuis les années 1975. Et selon l'IUCN, ce déclin se poursuit, notamment en Europe, où la moitié des effectifs sont présents. C'est la raison pour laquelle en 2017, le statut de conservation a été révisé en vulnérable. En France, les effectifs ont doublé en l'espace de 35 ans et on atteint environ aujourd'hui 6500 couples qui sont répartis en Bretagne, Normandie et dans le Pas-de-Calais où on retrouve les 3/4 des effectifs. Ces effectifs sont répartis sur 2 colonies. Donc la première française, c'est le Cap Blanc-Nez avec 3450 couples. La production est plutôt bonne avec 0,75 poussins par couple. La seconde colonie, c'est donc Boulogne-sur-Mer. Je suis désolé, je vois qu'il y a des décalages sur le diapo. Ouais. Du coup, à Boulogne-sur-Mer, donc on a atteint les 2650 couples cette année. Donc ça représente 40% des effectifs nationaux. Concernant la production, elle est plutôt très bonne. On est à 1 poussin par couple. Et donc c'est sa particularité, c'est la deuxième colonie française et l'unique colonie urbaine. Il existe des colonies sur structure artificielle, mais la particularité de Boulogne, c'est vraiment qu'on la retrouve dans une zone industrielle. Si on revient sur l'historique, la première colonisation a eu lieu en 1979 avec 2 couples. Ce genre de colonisation en milieu urbain, ça se passe toujours sur ce schéma-là, on va dire. Elle va coloniser tout d'abord les phares, ensuite les quais, et petit à petit investir le milieu vraiment urbain. Donc son installation, c'est exactement ce qui s'est passé, avec une installation définitive dans la gare maritime. Et progressivement, il y a eu les couples la colonie a augmenté, avec une 50aine de couples en 97. Et progressivement, on a observé un éclatement en sous-colonies et les premières destructions qui sont survenues en 2016. On va voir ça dans le détail tout de suite. Donc si on reprend, alors 2013, c'est les débuts des suivis standardisés du GON. C'est un protocole qui est fait avec le GISOM et on fait ça on est financé par l'OFB. Donc je vais passer un peu rapidement. Vous allez voir l'évolution. En fait, vous pouvez constater que les effectifs augmentent quasiment tous les ans, avec des destructions qui sont apparues en 2016. En 2018, c'est l'année, on va dire, malheureuse pour la colonie, avec de nombreuses destructions. Vous pouvez voir sur l'effectif on a un gros décrochement qui est récupéré ensuite. La conséquence de ça, c'est qu'il y a d'autant plus de sous-colonies, en fait, toujours cet SMH, un éclatement en sous-colonies, et toujours plus de problématiques de cohabitation. En 2023, la particularité, c'est qu'il y a eu une des plus grosses éoliennes du monde qui a été construite, donc de 170 mètres de haut à quelques mètres d'une colonie de mouettes tridactyles, du coup. Et donc les destructions ont continué, toujours en 2024. On va voir ce cas-ci juste dans le détail après. Et pour atteindre donc les 2650 couples. Au total, on a un bilan de destruction de 1250 nids de 2016 à 2024. C'est 20%, l'équivalent de 20% de la population nationale. Et si on rapporte ça aux effectifs de 2017, c'est équivalent à 50 couples près, quoi. 50 couples. Donc
Comme vous voyez sur cette photo, les destructions peuvent être spectaculaires. Les moitié-rectiles reviennent de toute façon, elles essayent de revenir sur leur site. Mais il y a des cas un peu plus discrets comme celui-ci. Sur cette colonie ici, on a 10 couples, on les voit pas très bien ici. Mais en repassant l'année suivante, on s'est rendu compte que il y a des travaux en fait en permanence dans la gare maritime et la zone industrielle. Ce qui fait que voilà, on peut passer potentiellement à côté des cas de destruction. Donc maintenant, on prend tout en photo pour être sûr de rien manquer. Donc ça, c'est un exemple très récent. Donc ce bâtiment comportait 190 couples environ. Et cette année, donc vous voyez très clairement qu'il y a eu un essaimage sur une dizaine de sites et un report de 90 couples. Et on peut se demander où sont passés ces 100 couples restants. Donc ça a continué à essaimer dans la gare maritime et la zone industrielle. Et aussi, on sait que certains individus quittent définitivement la colonie, puisque tous les ans, on a la capacité de lire des bagues étrangères. Et donc, on sait que certains individus quittent définitivement la colonie. Donc ça, c'est un impact non négligeable sur la réinstallation, en fait. Il y a un décalage de phénologie, et ce qui fait qu'il y a un impact important sur le succès reproducteur. Donc si on s'en tient à l'avis du CNPN, le ratio de compensation voilà, les préconisations, c'est un ratio de 4:1. Donc par rapport aux destructions, on s'attendrait à avoir 5000 places. En réalité, dans les divers arrêtés, le ratio retenu, c'est 2:1 au minimum. Et donc ce qui est prévu donc pour ces 4 années à venir, c'est une destruction de 170 couples, donc qui ferait un total de 680. Je vous ai mis la proportion à droite là. Et donc tout ça, ça nous fait un bilan qui est le suivant. Aujourd'hui, on a en termes de couples installés sur des compensations, on a seulement 1000 nids. Et donc ça fait un déficit de report en fait de 1500 nids. Donc on est en permanence confronté à ce genre de situation à Boulogne. Donc on est attaché à rencontrer, à communiquer avec les différents intervenants. Et ce qu'on avance souvent, c'est que voilà, attention, la moiterie dactyle, c'est quand même une espèce menacée qui est vulnérable à l'échelle mondiale, comme le panda géant. Donc souvent, on me regarde avec des yeux écarquillés, quoi. Parfois, ça fait un bon effet, parfois, c'est plutôt mitigé. Ça, c'est possible dans le cadre du projet Life Espèces Marines Mobiles, dont l'objectif est de réduire les pertes et la dégradation d'habitats fonctionnels. Et donc, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de rencontrer les acteurs. Et dans ce Life, notre but aussi, c'est de construire une structure pouvant accueillir un minimum de 300 couples. Donc, on a rencontré tous ces acteurs-là de la zone industrielle et aussi la mairie, etc., les services publics. Et en fait, au final, on a eu une seule industrie, un seul industriel qui était super intéressé d'accueillir chez lui les moitiés dactyles. Donc c'est Monsieur Van Appelgam de Norfrigo qui était tellement motivé qu'il nous a fait lui-même une proposition d'aménagement. Juste pour préciser, cet aménagement-là, il a été réfléchi sur une base de travail qu'on avait déjà nous réfléchi avec un designer. On va y revenir juste après. Toujours dans ce cadre du Life, on a exploré plusieurs pistes et il y en a 2 qui sont ressorties. Donc la première, c'était l'impression 3D béton. Donc c'est une technique qui est très novatrice, mais par contre qui est très très coûteuse. Donc on va plutôt se reporter sur la sculpture de béton, sur béton projeté, qui reprend l'aspect d'une falaise en fait. Tout ça, c'est possible grâce au travail avec les designers. Et donc, ils font que de me répéter que voilà, ce qui est important, c'est d'associer le beau, parce que c'est tout l'enjeu en fait de cette thématique. C'est de faire accepter l'espèce par un autre prisme.
Et ils s'inscrivent dans la philosophie de ce designer, Jan Gehl, de Finlande. Si on façonne des villes pensées pour l'humain et la nature, alors l'environnement urbain influence positivement notre relation au vivant. Je vais accélérer. On a juste, donc c'est l'exemple dont je vous parlais de Léo, qui était étudiant à l'époque. Et donc tout l'intérêt de ce genre de projet, c'est d'intégrer le public à la structure pour voilà, on va dire avoir une expérience sensorielle. C'est vraiment une approche de design avec le terme voisiner, cohabiter, échanger de perspectives. Et l'idée aussi dans cette structure, ce sera d'intégrer valoriser des coquilles Saint-Jacques qui sont pêchées aux abords de Boulogne. On a aussi plein d'autres idées hein, sur, par exemple, des installations en façade et l'intégration de street art qui est très développée à Boulogne. Là, je passe très rapidement et j'ai bientôt fini. Des exemples à l'étranger qui ont déjà vu le jour. En fait, c'est que des projets qui ont le mérite en fait d'avoir une recherche plus, en tout cas esthétique, artistique et qui montre qu'il y a un clin d'œil en fait pour justement cette cohabitation avec l'espèce. Typiquement avec ce chalet norvégien pour accueillir la moitié active. J'en ai bientôt terminé. Au GON, on est attaché pour collaborer avec le monde de la recherche. Donc depuis 3 ans, il y a l'équipe d'Olivier Chastel qui vient équiper les oiseaux de GLS et faire des prises de sang pour son étude sur l'épiphace et le mercure. De mon côté, moi, j'ai commencé un EPHE sur la colonisation du milieu urbain, donc encadré par Aurélien Bénard et Christophe Barbreau. Et enfin, tout récemment, on a une étude sur le régime alimentaire. Et donc, on a un poster, je vous invite à aller le voir en salle. Dernière diapo, on a compris que voilà, la communication, c'est quand même un enjeu très fort pour la conservation. Donc, on a comme idée justement de lancer un compte Instagram qui s'appelle Rissa Opalus et qui est encore en privé, mais je vous invite quand même à vous y abonner. Et on espère lancer ça début de l'année prochaine. Voilà. Je vous remercie. Une question.